Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante, celle de la façon dont les mathématiques ont cherché, construit, puis finalement remis en question leur propre fondation. Tout part d'une question qui a l'air simple. Qu'est-ce que ça veut dire pour un énoncé mathématique d'être vrai? Eh bien, cette interrogation, c'est le moteur d'une quête de certitude qui a duré des millénaires. C'est une histoire pleine d'ambition et, comme on va le voir, de découvertes assez bouleversantes. Pour comprendre cette histoire, notre point de départ, c'est la Grèce antique. C'est là que tout commence, avec une idée qui va littéralement tout changer. Comment construire un savoir qui pourrait, en théorie, durer pour toujours. Et cette fameuse innovation grecque, c'est la méthode déductive. L'idée, c'est de créer une chaîne d'arguments tellement solide que chaque maillon, chaque étape, force l'accord de tout le monde. Le but, c'était vraiment de bâtir un système de pensée où le doute n'a plus sa place. Platon l'a très bien décrit. La méthode, c'était simple, on part de quelques affirmations de base, des axiomes qui semblent évidents à tout le monde, et à partir de là, on construit tout le reste. On avait l'impression d'avoir une fondation indestructible. Alors, on avance dans le temps, pendant près de 2000 ans, cette logique-là, elle ne bouge pas vraiment. Et puis, arrive un esprit absolument brillant qui a un rêve un peu fou, rendre le raisonnement aussi simple, aussi mécanique que l'arithmétique. Il faut bien se rendre compte du fossé. Après Aristote, qui codifie les règles, la logique formelle, entre dans une très très longue période de stagnation. Ce qui fait que le saut qui va suivre est d'autant plus spectaculaire. Cet esprit, c'est Leibniz. Et ce qu'il imagine, c'est une sorte de langage symbolique. Il part d'un fil d'Ariane, une image très forte, pour guider la pensée à travers les arguments les plus complexes sans jamais se tromper. Son grand projet, c'était ce qu'il appelait une caractéristique universelle. En gros, une méthode pour transformer n'importe quelle pensée humaine en un simple calcul. Il était convaincu qu'avec les bons symboles, on pourrait régler les plus grands débats philosophiques juste en s'asseyant et en disant « Bon, arrêtons de débattre, calculons ». Allez, encore un bond en avant. On arrive au 19e siècle. Et là, c'est un véritable tremblement de terre. Le sol qui paraissait si solide sous les pieds des mathématiciens commence à se fissurer, parce que c'est l'intuition elle-même qui est remise en cause. Pendant 2000 ans, la géométrie d'Euclide, celle qu'on apprend tous plus ou moins à l'école, ce n'était pas juste une théorie parmi d'autres. Non, c'était la réalité, la seule et unique description possible de l'espace. Et puis, les mathématiciens l'ont fait voler en éclats, en développant des géométries parfaitement logiques, parfaitement cohérentes, mais dans lesquelles les règles d'Euclide ne s'appliquaient plus du tout. Et ça, c'est un tournant absolument majeur dans l'histoire de la pensée. En fait, la crise est double. D'un côté, où il y a la découverte de ces fameuses géométries non euclidiennes, où des droites parallèles peuvent finir par se croiser, et de l'autre, on découvre des fonctions complètement bizarres, des monstres mathématiques, des courbes qui sont continues partout, mais qui n'ont de tangente nulle part. Tout ça a montré une chose, ce qui nous semble évident sur l'espace n'est pas forcément vrai. Et la réaction, à l'époque, elle est violente. Beaucoup de mathématiciens sont horrifiés, ils parlent de plaies lamentables, de monstres qui défient le bon sens. C'est vraiment un choc. La conclusion est sans appel. L'intuition géométrique, qui avait été le pilier des maths pendant des siècles, n'est plus fiable. Alors la question devient, si on ne peut plus faire confiance à notre intuition, à quoi peut-on encore se fier? Face à cette crise, la communauté mathématique va réagir de manière radicale. La réponse, c'est d'abandonner complètement ces fondations géométriques devenues trop fragiles. L'objectif, repartir de zéro et construire sur du solide. Et cette nouvelle quête, elle porte un nom, l'arithmétisation. Le but, c'est de reconstruire l'intégralité des mathématiques, mais cette fois, en partant uniquement des nombres entiers. L'idée, c'est que les entiers, eux, au moins, sont au-dessus de tout soupçon. C'est la base la plus sûre possible. C'est un projet gigantesque. D'abord, on définit les fractions avec des paires d'entiers. Ensuite, on s'attaque aux nombres réels, comme pi, à partir des fractions. Et enfin, on reconstruit toute la géométrie sur cette base purement numérique. Et ça marche, on obtient une structure logique qui semble parfaite. Mais cette nouvelle fondation, conçue pour être la certitude absolue, va très vite laisser apparaître une fissure. Et c'est peut-être la plus profonde, la plus fondamentale de toutes. Cette fissure, elle apparaît au cœur même de ce qui devait être le socle ultime, la théorie des ensembles de George Cantor. C'était censé être le langage fondamental sur lequel tout le reste des mathématiques allait reposer. Alors, il faut savoir que les paradoxes liés à l'infini, ce n'est pas nouveau. Galilée, déjà, des siècles plus tôt, avait remarqué des choses étranges, comme le fait qu'il y a autant de nombres carrés que de nombres entiers, même si les carrés ne sont qu'une partie des entiers. Mais là où Cantor est révolutionnaire,
c'est qu'au lieu de fuir ces paradoxes, il les a embrassés. Il a construit toute une théorie dessus, en montrant qu'il n'y avait pas un seul infini, mais plusieurs infinis de tailles différentes. Certains sont fondamentalement plus grands que d'autres. C'est une découverte absolument ahurissante, un véritable triomphe de l'esprit humain. Mais ce triomphe, il a un prix. Le problème, c'est que le langage même de cette théorie a ses propres limites. Des concepts qui semblent simples, comme l'ensemble de tous les ensembles, mènent à des contradictions logiques insolubles. La quête de la certitude absolue a mené à un paradoxe en plein cœur de la logique. Ce qui nous amène à une question vertigineuse. Si même les fondations les plus pures de la logique peuvent cacher des paradoxes, qu'est-ce que ça nous dit sur notre quête de certitude absolue ? Peut-être que la recherche de la vérité, ce n'est pas de trouver la réponse finale, c'est peut-être simplement de continuer le voyage en posant des questions toujours plus profondes.